On enchaîne avec Ingrid Verth. Je suis beaucoup plus petite que mon prédécesseur. Je vais essayer d'être claire. Je sais qu'il fait très chaud et que je vois les visages qui fatiguent et que c'est bientôt la pause et le goûter accessoirement. Donc je vais essayer d'être la plus claire et respecter le temps, ce qui n'est pas mon fort. Donc ça inquiète un peu mes collègues, je crois. Donc Ingrid Verth, moi je suis psychologue, docteur en psychologie. Actuellement, je travaille dans un CMP post-pénal qui va bientôt ouvrir une unité un peu dédiée justement à la prise en charge des auteurs, en général adolescents, y compris donc des auteurs de violences sexuelles. J'ai un tout petit lien d'intérêt puisque je suis actuellement vice-présidente de la Fédération française des crieuses, plus que pour quelques mois. En préambule, je voulais commencer par dire qu'effectivement, l'évaluation, elle est très plurielle, elle va être très dépendante de la personne qui évalue et de la personne qu'on va évaluer. Donc mes propos ne sont pas du tout exhaustifs et j'ai certainement oublié des tonnes de choses. Et aussi que je me suis contentée de la question des mineurs auteurs de violences sexuelles au sens de juvenile sex offenders, soit les 12, 17, 18 ans. En introduction, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, puisque mon collègue en a déjà parlé. Il est important de bien sûr s'interroger sur les buts et les objectifs de l'évaluation qu'on propose auprès des mineurs auteurs de violences sexuelles. De rappeler que c'est un processus, c'est un élément du processus thérapeutique qui intervient à des temps différents, mais ça a déjà été dit, avec des buts multiples, qu'il doit être pluridisciplinaire et qu'il doit aussi pouvoir proposer une pluralité d'outils. Le socle de base auquel évidemment on ne peut pas échapper et qui est le plus pertinent, c'est la question de l'entretien et de l'observation du mineur auteur de violences sexuelles. Et bien sûr, on peut ajouter à ça des outils standardisés qui vont permettre de faciliter parfois l'entretien et la relation avec le mineur auteur de violences sexuelles. J'espère que mes propos vont compléter ceux de M. Roman, mais on peut avoir des guides d'entretien qui vont nous aider avec leurs avantages, leurs inconvénients, des tests psychométriques, moi pour ma part j'en utilise assez fréquemment, et les tests projectifs, pareil, avec leurs avantages et leurs inconvénients aussi. La première question qui m'a été demandée, c'est quelles sont les approches et les outils ? C'est une question qui est vaste, on aurait pu être 10 experts ici finalement pour répondre à cette question-là. J'ai mis quelques éléments qui me semblaient très indispensables finalement. La première, c'est la question de la motivation au changement, moi qui est quelque chose que j'évalue de manière un peu automatique, qui va permettre de situer potentiellement le mineur auteur de violences sexuelles sur des stades qu'on connaît de motivation à changer. Et ça, évidemment, le but, c'est surtout de pouvoir adapter la prise en charge qu'on va proposer à notre patient. L'approche criminologique va permettre d'analyser les facteurs individuels, familiaux, sociaux et environnementaux qui vont permettre de comprendre le passage à l'acte de manière spécifique. L'approche neuropsychologique qui va permettre de comprendre les bases neurologiques et cognitives des comportements des mineurs auteurs de violences sexuelles en s'appuyant sur une évaluation des capacités intellectuelles globales, de facteurs neurocognitifs, éventuellement la présence de troubles neurodéveloppementaux et des compétences en cognition sociale qui sont très précieuses. L'approche clinique, elle peut être triple, elle est multithéorique finalement. Elle peut être cognitive et comportementale. Là, on va chercher à évaluer les cognitions des mineurs auteurs de violences sexuelles, les comportements, les émotions. Et c'est plutôt une évaluation dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire quelles compétences a dans chacun de ces domaines ou quelles difficultés a dans chacun de ces domaines le mineur qu'on a à évaluer. L'approche clinique, elle peut aussi être psychanalytique ou psychodynamique, où là, effectivement, on va chercher à évaluer la dynamique psychique inconsciente du jeune, son histoire infantile, les relations familiales, les traumatismes éventuels et le sens du passage à l'acte. Et enfin, l'approche clinique, elle peut être aussi psychiatrique, où on va rechercher la présence de pathologies psychiatriques et de troubles de personnalité. Donc toujours dans cette multitude, désolée pour l'effet un peu catalogue des différentes approches, l'approche sexologique va permettre de comprendre le rapport à la sexualité. C'est très résumé, je m'excuse pour mes collègues, non, c'est le quotidien. Et l'approche traumatologique, de comprendre effectivement s'il y a eu, on a parlé de traumatisme et on a vu que c'était très présent, et surtout l'impact finalement de ce traumatisme dans le développement et là où il en est, où en est notre patient actuellement avec ces éléments-là. Et enfin, je m'arrêterai là-dessus sur les approches, l'approche familiale et systémique qui va permettre de comprendre la violence sexuelle autour de manifestations liées à des tensions familiales sous-jacentes, avec l'idée de comprendre des types d'organisations familiales et relationnelles, une dynamique familiale de la famille, du mineur auteur de violence sexuelle. Je crois que ça a été déjà pas mal discuté aujourd'hui. La deuxième question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'évaluation est différente en fonction du type et du contexte de violence sexuelle commise par les mineurs auteurs de violences sexuelles? J'ai fait une réponse de psychologue, j'ai dit non puis oui en fait. Donc c'est un peut-être. Oui, enfin non, pourquoi? Parce que, en tout cas pour ma pratique à moi, j'ai tendance à proposer plutôt un premier socle évaluatif qui va être le même finalement,
peu importe le type de passage à l'acte, peu importe le contexte de passage à l'acte. Ça va permettre de comprendre, d'avoir une première vision, finalement, une première compréhension du patient, avec des informations sur l'histoire de vie, l'histoire du passage à l'acte, les capacités intellectuelles, etc., etc. Et évidemment, quand même, en fonction du type de passage à l'acte et de contexte, il y a certainement une évaluation secondaire plus fine qui va être proposée. Je prends des exemples simples, mais si la personne que j'ai évaluée a commis de manière répétée des faits de violence sexuelle sur des mineurs, évidemment, je vais m'interroger sur la présence d'une pédophilie. À l'inverse, si elle est plutôt dans des agressions de majeurs, c'est la question du caractère antisocial de sa personnalité que je vais aller potentiellement plus creuser. Au final, ce qui est hyper important, c'est surtout que l'évaluation qu'on propose soit adaptée à la personne qu'on a en face de nous ce jour-là, ces jours-là, au moment de la prise en charge, et qu'elle soit trans-approche, évidemment, ça c'est très important. Et puis, on va aussi beaucoup faire attention au contexte de l'évaluation, le contexte dans lequel on fait l'évaluation, avec l'idée qu'il va influencer la possibilité même de l'évaluation, et puis le choix des outils aussi qu'on va pouvoir utiliser. Je prends un exemple tout simple, mais l'évaluation neuropsychologique va demander beaucoup de choses numériques qui sont par exemple pas toujours possibles en détention. Troisième question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'évaluation, elle est différente en fonction du niveau de maturité et de développement des mineurs auteurs de violences sexuelles ? Là, cette fois-ci, c'est un oui franc. Ça sera vrai avec n'importe quel patient. On va toujours devoir s'adapter à la maturité et au développement de notre patient, mais c'est d'autant plus vrai qu'on a affaire à des personnes en construction pour lesquelles il peut y avoir de grandes variabilités d'une personne à l'autre. Dans les outils utilisés, notamment les outils standardisés, en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a assez peu d'outils qui vont s'adapter à l'âge précis de la personne qu'on a en face de soi. Et souvent, les outils utilisés, c'est pour des 12-18 ans. Et vous utilisez l'outil de manière un peu identique finalement, peu importe que votre patient il ait 12 ans ou qu'il en ait 16. Donc évidemment, l'évaluateur il va devoir s'adapter, lui, aux compétences cognitives et affectives de son patient, au temps de passation, avec des effets de fatigabilité potentiellement chez, par exemple, les mineurs auteurs de violences sexuelles plus jeunes. Il va devoir s'adapter au fonctionnement individuel de son patient et pas que à l'âge chronologique. Et il va surtout devoir adapter son discours verbal et non verbal pour s'assurer que la personne ait bien compris les consignes et pas qu'elle a des compétences en moins dans le cadre de l'évaluation. Donc on l'a dit, les outils sont peu variés, peu exhaustifs, donc il faut être aussi très prudent dans l'interprétation. L'interprétation, elle se doit d'être beaucoup plus prudente à partir du moment où on a un mineur auteur de violences sexuelles qui est plus jeune. Si on prend l'exemple de la personnalité, elle est évidemment moins figée à 12 ans qu'elle ne l'est à 17 ans. Et enfin, en faisant le rapport, en détaillant quelques exemples d'outils, je me suis rendu compte qu'effectivement, on utilise en pratique clinique beaucoup d'outils qui ne sont pas traduits officiellement et pas validés sur le plan statistique, et qui sont souvent aussi des adaptations d'outils à la base développés pour des adultes. Ça a déjà été dit ce matin, ça, avec l'idée qu'on considère qu'en remplaçant emploi par scolarité et en adaptant le vocabulaire, ça va suffire et ça va être pertinent. Donc, il faut être très vigilant, évidemment, à ces éléments-là. Et donc, je conclurai en vous expliquant, j'espère, en ayant démontré la richesse des approches, il y en a certainement plein d'autres, et des outils pour évaluer les mineurs auteurs de violences sexuelles. Ça a été très dur pour moi de faire des choix, parce que potentiellement, j'aurais pu vous faire des catalogues entiers, mais j'ai pensé à vous, en fait, je me suis dit que ça allait pas être très agréable. Une multitude d'approches qui va donner, une fois assemblée, une vision plus complète, et qui est donc très pertinente, très nécessaire, qui nécessite aussi, du coup, concrètement, que dans un même service, on ait plusieurs professionnels qui maîtrisent ces différentes approches et qui utilisent des outils très variés aussi, et ça, c'est pas toujours possible. Une évaluation qui est une étape thérapeutique qui fait vraiment partie du soin. Moi, mes patients, ils demandent l'évaluation, in fine, ça a donné quoi? Ça dit quoi de moi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ils sont vraiment très... Ça les dynamise beaucoup. Je rejoins du coup les propos de mon collègue. Attention aux outils utilisés. Moi, j'utilise des outils standardisés. Je trouve que c'est une aide précieuse dans la relation, mais aussi pour apprécier comment fonctionnent les patients. Mais évidemment, il faut être vigilant sur les choix. Il faut beaucoup se renseigner sur la qualité des outils qu'on utilise et leur côté adaptatif à la situation qu'on a là. Et puis, je proposerai comme piste de recherche future de construire et ou de valider, parce qu'il y a déjà des choses qui existent, des outils dans des domaines qui peuvent être peu outillés spécifiquement chez les auteurs de mineurs, auteurs de violences sexuelles. Sur des populations qui sont peu explorées. On a parlé des mineurs auteurs de violences sexuelles filles, par exemple. À partir de populations d'adolescents et non d'adultes, francophones et adaptées aux tranches d'âge de l'adolescence. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ingrid. C'était très clair, tout comme l'était le rapport.
vous concluez sur des propositions de recherche avec, si je comprends bien, des cohortes d'adolescents pour pouvoir valider des outils. Et alors, si je reprends la préoccupation de notre collègue qui a développé le fil rouge des moins de 12 ans, qui sont auteurs aussi de comportements sexuels problématiques et parfois complexes, qu'est-ce que nous avons en pratique comme outil pour travailler avec ces enfants, à la fois dans la démarche évaluative, mais ensuite dans la démarche de prise en charge? Est-ce qu'il en existe? Il semble assez peu. Et finalement, vous, quand vous êtes confronté à ce type d'enfants, qu'est-ce que vous utilisez? Et qu'est-ce que vous recommandez? Parce que vous parlez de création d'outils, de création d'outils ou d'adaptation, etc. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour cette tranche d'âge, 12 ans et moins? Donc les plus jeunes, si j'ai bien compris. Oui. Je ne sais pas si je suis la personne la plus compétente pour répondre à cette question-là, donc ça sera certainement partiel la réponse. En faisant un peu de recherche aussi pour pouvoir vous présenter effectivement ce rapport, je me suis rendu compte que des outils très standardisés, il y en a peu, mais peut-être que c'est tout à fait logique, puisque ça va nécessiter de maîtriser la lecture. C'est ce principe même d'auto-évaluation, par exemple, qui peut être compliqué chez les tout-petits. Donc en pratique clinique, je suppose que la question, par exemple, du jeu va être beaucoup plus facile et plus adaptée finalement à des populations très très jeunes. L'imitation, le jeu de création, le développement d'histoire, par exemple, qui va permettre de voir un peu le fonctionnement, les centres d'intérêt, les préoccupations du mineur très petit qui a des comportements sexuels problématiques. Est-ce que vous pensez que... il y a quand même une approche actuellement avec les victimes, les très jeunes victimes. Est-ce que vous pensez que les outils qui sont utilisés ou les techniques qui sont utilisées avec les très jeunes victimes sont adaptés aussi pour les auteurs? À quoi vous pensez précisément? À quoi vous pensez? Je pense essentiellement au dessin, à quelques tests très simples sur le petit cochon, les machins, les cochons noirs. Non, pardon, pâte noire. Alors effectivement, il y a quand même quelques tests qui existent, je ne suis pas revenue là-dessus, mais on a des tests projectifs pour les très petits. Effectivement, la question du dessin, moi, ça me paraît tout à fait pertinent. En plus, c'est un média que les enfants ont l'habitude d'utiliser aussi dans leur scolarité à la maison. Donc oui, bien sûr, pour moi, tout ça, c'est tout à fait opérant auprès de plus jeunes. Et juste pour terminer sur la question que vous m'avez posée sur la création d'outils, je pense qu'il faudrait faire tout simplement... Alors, il y a un domaine dans lequel moi, je travaille beaucoup, qui est la question des distorsions cognitives. Alors peut-être pas chez les très très petits, mais en tout cas chez les 12-18 ans. À ma connaissance, il y a très peu, voire pas du tout, d'outils qui vont venir voir s'il existe, parce qu'on en est là, dans cette question même initiale, s'il existe des distorsions cognitives, c'est-à-dire des pensées erronées, des schémas cognitifs qui seraient très précoces du coup, et qui, on le sait, sont ces schémas cognitifs très importants dans le processus de passage à l'acte et dans la récidive. C'est très compliqué à évaluer chez les adultes, ça va certainement l'être aussi chez les adolescents, mais déjà de se rendre compte s'il y en a ou pas, et est-ce qu'ils sont différents, est-ce que ces distorsions sont spécifiques? Pour moi, ça serait déjà une avancée assez importante. Un exemple de distorsion cognitive, bien sûr, chez les adultes, on les connaît assez bien. Ça va être, alors la distorsion cognitive, pour faire très simple, vraiment j'essaie de faire le plus rapide possible. Si on parle de schéma cognitif, c'est-à-dire de choses préexistantes à l'agression, ce sont des personnes, par exemple, qui vont penser que toutes les femmes sont des personnes qui veulent du sexe et que dire non, c'est dire oui. Je fais très simple, désolée. Pardon ? Tout à fait, oui, bien sûr. On rejoint tout le concept du mythe du viol, voilà. Et on a des patients qui adhèrent très clairement à ça, et qui adhèrent à ça, et qui se retrouvent dans des situations favorables à l'agression. Et on va retrouver aussi des distorsions cognitives, souvent post-agression, avec tout ce que vous connaissez du déni, de la minimisation, de la justification des passages à l'acte. Il y a deux questions, là, et puis avant la pause. Oui, d'abord, merci beaucoup pour vos interventions, qui en même temps m'interrogent, parce que à travers cette question de l'évaluation, il y a déjà le point de vue. Est-ce qu'on est déjà dans un point de vue plutôt centré sur l'auteur d'un point de vue intrapsychique, je veux dire, ou est-ce qu'on est
dans une évaluation qui, à mon sens, serait essentielle, c'est qu'en fait, on est dans des psychodynamiques qui ne sont pas intrapsychiques, quoi. Je veux dire, et c'est là où je suis très gêné. Il me semble qu'on est d'emblée dans ce type de clinique de la violence, en particulier des mineurs, etc., on est d'emblée dans une clinique du lien. Or, la question, c'est comment évaluer la clinique du lien, comment évaluer ces enjeux-là. Et de ce point de vue-là, il nous faut absolument repenser nos modèles qui sont plutôt stigmatisants d'une approche nosographique classique psychiatrique, quoi. Je veux dire qu'il faut se dégager, à mon sens, de ces approches-là et essayer de voir comment on peut inventer et articuler peut-être des modèles d'évaluation qui soient à la fois en amont et à la fois en articulation avec la clinique. Parce que là, c'est pour ça que dans mon rapport, j'ai insisté, par exemple, alors en écho à ce que Pascal Roman a évoqué, la notion de génogramme, et non pas parce que le génogramme va nous permettre d'avoir des informations sur l'histoire familiale, mais parce qu'il peut nous donner, comme ce que j'appelle le spatiogramme, qui me semble extrêmement intéressant pour repenser les représentations de l'espace vécu par l'enfant et par la victime, et par la représentation de l'espace permet justement d'avoir des configurations de liens qui sont en jeu. Et on voit comment, à partir de ces représentations de façon ludique avec l'enfant, qui peuvent se faire aussi en individuel, qui se font bien sûr dans la clinique, en particulier de thérapie familiale, et qui permettraient à ce moment-là d'avoir un autre regard que celui d'une représentation évaluative, à la limite presque d'un malade, quoi. Et je crois qu'il faut changer un peu ce regard. Merci de cette remarque. Du coup, ça me paraît compliqué en fait de prendre l'autre question, puisque je pense qu'on a tous besoin de s'aérer un petit peu. Donc on va faire la pause et on recommence. C'est des groupes bibliographiques. Comment ? C'est juste une petite précision du groupe bibliographique. Oui. C'est tout petit. Hein. Alors, et nous avons découvert pour le rapport, pour la question 11, qu'une quarantaine d'échelles d'évaluation ont été repérées dans la littérature. Et concernant, comme les autres pays considèrent accompagner les violences sexuelles par mineurs, donc dans la littérature internationale, on voit une énorme, disons, champ de types différents d'échelles utilisées, qui vont du risque de la récidive, qui passent aussi pour les troubles psychologiques et psychiatriques, l'estime de soi, l'empathie, etc. Donc, on peut pour complémenter une réponse à une question qui était posée pour Ingrid. Ouais. Ça, c'est dans... Non, mais du coup, pour le coup, ils ne sont pas validés, parce que c'est pour les exemples internationaux. Donc, pour le coup, ça rejoint un peu les conclusions de son rapport, d'où la nécessité de faire des validations en français, quoi. Donc merci pour ces précisions. Donc on fait la pause, aérez-vous et revenez frais pour 16h50.